Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Au dernier connecté, on va commencer donc ce webinaire. Je suis Jean-Bernard Guyot, chef de projet à la BEA, notamment en charge des sujets attractivité, emploi, et j'anime la commission RH au sein de la BEA qui regroupe une trentaine de DRH et de responsables des ressources humaines. Et lors de cette dernière commission, en octobre dernier à Pontivy, on se réunit 3 fois par an en présentiel à Pontivy, ville centrale en Bretagne. Lors de cette dernière commission, donc, on a eu des échanges sur les attentes des RH et sur les sujets à traiter, et est ressorti notamment celui de l'intelligence artificielle et de ses impacts, de son impact sur les fonctions des ressources humaines. Et donc, dans ce cadre-là, et dans le partenariat qu'on a, nous, notamment dans le cadre de la Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les équipes de l'APEC qui se sont emparés du sujet et qui ont développé une certaine connaissance et une approche justement globale et générique, ce que l'on voulait, nous, pas une approche ni partisane ni commerciale de ces impacts. Et donc, c'est ce qu'on a monté sur cette présentation aujourd'hui avec Fabrice, que je vais laisser se présenter. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire un premier état des lieux, d'expliquer ce que c'est l'IA, et notamment sur les fonctions RH, ce que ça pourra avoir comme impact. Et puis, à terme, une fois que la présentation de Fabrice sera terminée, c'est de pouvoir aussi échanger, si vous en êtes d'accord, sur ce que vous ressentez, vous, de ces impacts peut-être déjà, des attentes que vous pourriez avoir pour, pourquoi pas envisager, je pense, un autre rendez-vous, d'autres rendez-vous, pourquoi pas une série de rendez-vous sur cette thématique en allant cibler des sujets spécifiques et peut-être encore d'autres expertises à côté, mais ça, on va le voir à terme. Mais n'hésitez pas vraiment, en tout cas, à interagir, à lever la main, à adresser vos questions dans le chat. Comme d'habitude, l'idée, c'est que ce soit une discussion, que Fabrice ne soit pas engagé uniquement dans un monologue, mais que vous puissiez aussi adresser toutes vos questions et puis repartir au terme de cette heure et demie avec des éléments qui auront, j'espère, éclairé vos lanternes sur ce vaste sujet. Voilà pour cette courte introduction. Fabrice, je te laisse la main et vraiment, je vous invite à poser vos questions dans le chat et puis on échange comme ça. Merci Jean-Bernard. Rebonsoir à tout le monde. Je suis Fabrice Landois, je suis consultant en ressources humaines pour l'APEC Bretagne. On collabore avec le BEA maintenant depuis 4-5 ans activement sur différentes actions tout au long de l'année. Et effectivement, ce thème de l'IA est un sujet que nous traitons à l'APEC, que nous regardons depuis plus d'un an, parce que nous en ressentons les impacts possibles sur les métiers et dans les entreprises. Donc, on s'est emparé du sujet, vu que dans une de nos missions, c'est d'informer les cadres et les RH et dirigeants d'entreprise et dirigeantes d'entreprise sur les évolutions des métiers. Et donc, on s'est emparé de ce sujet. Et je me suis mis sur ce sujet-là aussi parce que passionné de toutes ces technologies. J'étais il y a maintenant 13 ans sur l'arrivée des réseaux sociaux où pendant des années, j'ai fait de l'accompagnement d'entreprise sur l'utilisation des réseaux sociaux pour les entreprises vers la marque employeur, vers tout un tas d'usages que l'on pouvait avoir. Et naturellement, avec l'arrivée de l'IA, je me suis mis sur ce sujet parce que c'est très passionnant et les entreprises ont besoin de cet accompagnement. Donc, comme le disait Jean-Bernard, n'hésitez pas à intervenir, lever la main ou un message dans le chat. Même on n'est pas énormément, 16 participants, vous pouvez prendre le micro. Jean-Bernard, si je loupe quelque chose, n'hésite pas à me le rappeler parce que je vais être Sans problème, concentré sur je suis là ma pour ça. Ouais. présentation. Donc, présentation qui va être principalement de prendre conscience de ce qu'est l'IA et de ce que l'on pourrait en faire. En aucun cas, je vous aurais fait une formation de prompt engineering. Vous serez les experts de la rédaction de prompt sur ChatGPT, même si on ira, si vous le voulez, faire une ou deux démos. Mais ça ne sera pas le but. Le but, c'est d'essayer de voir quels sont les enjeux et pourquoi ces enjeux vont arriver. Et je dis bien vont arriver parce qu'on ne
Il y a un train qui va passer, comme les réseaux sociaux, il y a un train qui est passé, il y a des gens qui sont toujours en train de courir derrière, et puis il y a ceux qui sont montés dedans dès le début et qui en bénéficient et qui avancent avec. Alors, déjà, on va essayer de faire un peu de sémantique sur deux termes, intelligence artificielle et intelligence artificielle générative. Intelligence artificielle, c'est le basique, c'est le hardware, c'est le moteur, c'est vraiment l'ensemble des théories et techniques de développement des programmes d'informatique qui sont capables de simuler des pensées humaines. C'est le mode de fonctionnement. En fait, le mode de fonctionnement par rapport aux ordinateurs normaux, l'intelligence artificielle fonctionne par probabilité. Et il va prendre dans votre requête, dans votre prompt, mot par mot, et il va essayer de comprendre mot par mot la probabilité que la suite soit ceci, et ce qui va donner une réponse. Voilà un petit peu, je ne vais pas plus dans le détail, mais c'est vraiment un autre mode de fonctionnement des ordinateurs. Et derrière l'intelligence artificielle générative, c'est que, en plus de réfléchir, elles vont produire du langage, de la vidéo, du son, du code, de l'image, du texte. Voilà. Et on va le voir très rapidement. Tout le monde se met là-dessus parce qu'il y a de vraies opportunités business. Donc voilà la différence entre les deux mots. Donc nous, en tant qu'utilisateurs, on utilise principalement les IA génératives et il y a des startups, des entreprises qui travaillent sur l'intelligence artificielle en elle-même et qui vont en créer de toutes pièces dans certains domaines, des généralistes, des spécialisés. Il y a des intelligences artificielles pour les avocats, pour les médecins, voilà, qui sont en train de se créer comme ce sont des intelligences qui vont apprendre, eh ben, on va essayer de leur apprendre toujours les mêmes choses sur le même sujet pour qu'ils soient experts très rapidement sur le sujet d'expertise. Voilà un petit peu pour présenter la différence entre ces deux termes que l'on entend. J'ai trouvé cette image il y a quelques mois maintenant, 9, ouais, 9-10 mois, qui m'avait beaucoup plu parce que voilà, l'intelligence artificielle qui arrive va avoir à peu près le même effet que l'arrivée de l'électricité. Imaginez-vous simplement fermer les yeux 2 secondes. Imaginez le jour où il n'y avait pas d'électricité. Vous éteignez tout, vous débranchez toutes vos prises. Regardez ce que vous pouvez faire sans électricité. Dans votre maison, dans votre bureau, là, on ne peut plus faire grand-chose. Et ben, l'intelligence de l'IA va être exactement la même, sauf que ça va être encore plus fulgurant et plus rapide. Parce que l'électricité, il faut déployer des câbles, il faut déployer le réseau, il faut déployer tout ça. Aujourd'hui, pour l'IA, tout le monde est déjà connecté, tout le monde est déjà prêt. Donc voilà, en 1910 en France, où Jules Verne a marqué les esprits, l'architecte de l'an 2000, et on est déjà bien au-delà, est le savant qui commande son chantier, toutes les machines motorisées avec de l'électricité. Et bien demain, aujourd'hui, c'est déjà ça. Celui qui va utiliser l'IA à bon escient et le plus possible, va gagner un temps considérable. J'ai vu un reportage sur un avocat, un cabinet d'avocats qui utilisait l'intelligence artificielle et l'avocat associé qui était interviewé disait qu'il gagnait 12 heures par semaine dans la rédaction de ses actes avec l'IA. Donc il gagne presque une journée d'avocat ou 2 journées de collaborateur juridique, mais voilà, il gagne 12 heures dans la rédaction de ses actes. Il a supprimé tous ses collaborateurs juridiques et il a recruté 12 informaticiens à la place. Voilà, il en a supprimé 12. Supprimé 12, il les a aidés, il les a accompagnés vers d'autres métiers, mais il les a remplacés 12 pour 12 avec des informaticiens qui développent l'intelligence artificielle de son cabinet. Voilà, donc c'est des enjeux de cet ordre-là. Autant je vous disais pour les réseaux sociaux, il a fallu un peu de temps. Je vous ai trouvé une image qui m'a beaucoup plu aussi, c'était le temps qu'il a fallu pour que chaque réseau atteigne les 100 millions d'utilisateurs. LinkedIn, qu'on connaît tous maintenant, qui est arrivé en 2006, il a fallu 7 ans pour qu'ils atteignent 100 millions d'utilisateurs. ChatGPT, il a fallu 2 mois. Voilà la vitesse de propagation de l'onde. Et on voit tous ces réseaux sociaux ont mis un peu de temps à se développer, à s'implanter pour avoir leur audience. Et bah, aujourd'hui, le dernier réseau social, enfin, intelligence artificielle et réseau social, on est sur la combinaison des deux, c'est 5 jours pour 100 millions. Voilà. Donc on est sur une vitesse de propagation qui est considérable. Euh, Non, j'avais autre chose à vous dire. Ouais, je vais vous donner 10 petites dates pour parler de ChatGPT. 10 petites dates qui vont montrer la vitesse à laquelle ça a évolué. 30 novembre 2022, donc fin 2022, lancement de ChatGPT.
Janvier 2023, donc un mois après, polémique dans l'éducation en disant oui, ça va nous bloquer, les étudiants vont aller plus chercher, travailler de ChatGPT. Donc, un mois plus tard, on a déjà une réaction parce que l'éducation a senti que, comme on est sur une intelligence qui apprend, eh ben, risque de pouvoir prendre la place des enseignants. Février 2023, donc atteinte des 100 millions d'utilisateurs. Février 2023 aussi, lancement de la version payante. Ben oui, quand vous atteignez une taille critique, derrière, il est évident que le modèle économique évolue et qu'on lance une version payante. Donc la version payante de ChatGPT, c'est 20 dollars par mois, donc 22 euros à peu près, qui font que vous avez accès à une version qui n'est pas sur une session d'apprentissage qui a été faite il y a un peu plus d'un an, mais vous êtes en temps réel et connecté au web. Voilà, ça c'est vraiment une différence entre le gratuit et le payant. Février 2023, donc lancement de la version payante, mais février 2023 aussi, les premiers concurrents arrivent. 2 mois après le lancement de ChatGPT, ça y est, les premiers concurrents sont en route. Mars 2023, ChatGPT doit reprendre un avantage concurrentiel. Première version impactante, la version 4. On passe directement de la 2 à la 4. Il y a eu des 3.5, des 3, mais qui ont duré une semaine. Et on passe à la 4 qui a vraiment été bouleversée dans l'utilisation. Avril 2023, ChatGPT interdit en Italie. Mai 2023, une application mobile débarque. Donc on est à 6 mois après le lancement. Août 2023, les grands médias ne font que la polémique contre ChatGPT en disant que ça va tout détruire. Et septembre 2023, ChatGPT est connecté à Internet, c'est-à-dire qu'on ne lui apprend pas uniquement une chose et il travaille à partir d'une base qui n'est pas vivante, mais il est connecté à Internet et maintenant il apprend en permanence. Ça y est. Donc il n'y a plus de retour possible. Alors, j'espère que ce ne sera pas pour les plus anciens parmi nous qui ont vu 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est une intelligence artificielle qui prend les commandes d'un vaisseau spatial. On y était déjà en 1970. Voilà. Alors, l'IA et nous. Je vais vous sortir quelques études. Je vous ai dit que l'APEC s'en était un peu emparé de ce sujet et on s'en est emparé dans le premier cas vis-à-vis des cadres, des candidats cadres. Et on est en train de s'occuper maintenant des entreprises où on va sortir normalement cette année un atelier pour vous accompagner dans l'usage de l'IA. Mais d'abord, on s'est occupé des cadres en recherche d'emploi. Donc, 2 tiers des cadres pourraient envisager d'utiliser les outils d'IA pour leur démarche de candidature. Et on a fait une étude donc en mai 2024. Donc, vous voyez, c'était 7 mois après le lancement de ChatGPT. Et 7 mois après le lancement, on avait, pour rédiger une lettre de motivation, l'avez-vous utilisé? Oui à 13% et 52% non, mais pourrait l'envisager. Et on a fait la même chose sur le CV, oui à 10% et 54% pourraient l'envisager. Donc vous voyez qu'on est déjà un peu plus de la moitié qui sont plutôt proactifs sur le sujet. C'était en mai. Vous imaginez, 6 mois après, à mon avis, les chiffres ont été bousculés sur l'usage. 15% des cadres se sont déjà fait aider par l'IA pour rédiger un CV ou une lettre de motivation. Alors, on va essayer de voir pendant cette heure et demie quelles sont les pratiques au sein des TPE, PME, comment l'IA peut m'aider dans mon métier de RH et quel rôle du RH dans la stratégie de l'entreprise autour de l'IA. Parce que, bien sûr, c'est comme l'arrivée des réseaux sociaux, comme l'arrivée de l'informatique et de l'Internet, il va falloir un peu encadrer, responsabiliser. Quelles sont les pratiques au sein des TPE? Alors, aujourd'hui, on va dire que c'était en milieu d'année dernière, hein. Aujourd'hui, à la vitesse à laquelle on parle, quand on fait 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, vous imaginez que la notion de temps n'est plus la même que par rapport à quelque chose qui va beaucoup moins vite. Aujourd'hui, je connais aussi un dirigeant d'entreprise qui crée des chatbots, qui développe l'IA en France et dans le monde. Il me dit, mais chaque présentation que je fais, je peux en faire 2 dans la semaine, je l'aurais changé parce que les données changent au quotidien. Ça va très très vite. Donc, le lab BPI, 3% des dirigeants de TPE simplement utilisent l'IA régulièrement et 12% un usage occasionnel. Donc, c'est très peu. Mais là, ce qui est important, c'est pourquoi ces 71% d'entre eux n'en trouvent pas l'usage. Ils ne voient pas à quoi ça peut servir.
Et on en est beaucoup à être là. On sait qu'on pose une question, on a une réponse. OK, so what? Qu'est-ce que je peux en faire dans mon métier? Qu'est-ce que je peux en faire dans mon entreprise, dans le business, dans le marketing, dans les RH, Voilà, ça, c'est les questions. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup maintenant sur l'IA. C'est pas sur la technique, comment ça marche. Il y a un truc à savoir, c'est comment on rédige des questions, des prompts. Et puis derrière, c'est euh, les cas d'usage. Qu'est-ce que... Montrez-moi des cas d'usage d'entreprises qui ont utilisé pour que ça me donne des idées parce que je ne sais pas à quoi ça pourrait me servir. Aujourd'hui, les principaux domaines d'application, c'est la santé, le diagnostic médical, la recherche clinique. L'IA vous détecte, alors ça le faisait déjà avec l'ordinateur IBM, qui était capable de diagnostiquer un cancer beaucoup plus rapidement et beaucoup fiablement que ne le font les oncologues, parce qu'on leur a mis en mémoire l'intégralité des scanners, des IRM, des prises de sang de toutes les personnes qui ont eu des pathologies similaires. Et quand on lui a dit que ça ou ça donne telle réponse, eh ben, il est capable de les détecter immédiatement et il vous diagnostique des pathologies instantanément en quelques secondes, là où il faudrait peut-être une année à un ensemble de collèges de professeurs pour analyser toutes les mêmes données. Voilà. L'environnement et l'énergie, avec le pilotage des réseaux électriques intelligents, les rues qui s'allument et qui s'éteignent au passage de personnes ou qui sont gérées par rapport à des flux de trafic. Voilà, tout ça, c'est de l'IA. La stratégie d'efficacité énergétique aussi, savoir quand il faut chauffer, quand il ne faut pas chauffer, quand il faut l'anticipation des chocs météorologiques, l'industrie de la défense de la sécurité, on n'en parle même pas, ils sont dessus, c'est la guerre de l'IA qui est en jeu. Parce que quand vous voyez tous les fake news, tout ce qui peut être possible, tout ce qu'on peut générer avec l'IA, toutes les fausses images ou les créations d'images qui font faire de fausses choses ou disent de fausses informations, voilà, c'est vraiment un sujet important. Le transport et la logistique avec les véhicules autonomes qui vont eux aussi devenir de plus en plus intelligents. Avant, ils avaient un logiciel qui gérait des choses. Maintenant, ils ont un logiciel plus une intelligence qui va analyser les données. Et donc ça va permettre d'être encore plus fiable. Voilà les domaines, mais c'est absolument pas limitatif. Ça se déploie, mais à vitesse grand V. Ça irradie dans notre société. Alors, quelques chiffres clés sur les utilisateurs. 71% des Français ont entendu parler de l'IA générative et 44% des Français utilisent l'IA générative en les utilisant à la fois dans le cadre personnel et professionnel. Par contre, un fait marquant, 68% des Français qui utilisent les IA génératives en entreprise les cachent à leur supérieur hiérarchique. C'est encore un sujet tabou. Parce que oui, je me fais aider par l'IA, c'est pas quelque chose de valorisant aujourd'hui, alors que ça peut l'être énormément. On verra un peu plus tard sur une étude APEC, un besoin évident de formation et d'accompagnement. 72% des Français estiment ne pas avoir la connaissance suffisante pour utiliser les IA génératives. Et puis un choc de génération. Effectivement, les 18-24 ans, moi, en plus de l'APEC, je suis enseignant euh, à l'IAE de Bretagne, donc j'enseigne en master RH sur les techniques de recrutement et tous mes étudiants utilisent l'IA, ça fait partie du cours pour les pratiques de recrutement et pour leurs cours et pour leur mémoire et pour tout, ils l'utilisent à fond. Euh, voilà, c'est la règle du jeu maintenant. Euh, la contrepartie, c'est que moi, j'ai lancé une recherche avec l'IA en disant fais-moi mon cours. Et c'est plutôt bluffant de dire à ChatGPT je suis enseignant en master RH sur, et je donne le titre de mon module dont j'ai la charge, et je lui dis sors-moi le plan de cours, donc il me sort le plan de cours, et derrière donne-moi les contenus pour chaque, et puis fais-moi un PowerPoint et tout, et en moins d'une heure, j'ai tout ce que j'ai fait en 20 ans de carrière. C'est voilà, c'est aussi rapide que ça. Donc, choc génération, 45% des 18-24 utilisent l'IA contre 18 des plus de 35. Et puis, 49% des moins de 35 voient précisément de quoi il s'agit, alors que 31% des plus de 35 seulement voient de quoi il s'agit. Donc, on a un travail comme je l'avais fait à l'époque sur les réseaux sociaux et d'autres l'avaient fait aussi, on va évangéliser pour essayer de vous donner les clés pour comprendre ce que c'est, pour que vous en déduisiez derrière à quoi ça peut vous servir.
Étude APEC sortie en mai 2024. Une entreprise sur quatre est incitée à utiliser l'IA par son entreprise. Un cadre sur quatre est incité à utiliser l'IA dans son entreprise. Et on voit que ne serait-ce qu'en un an, ou même pas, 7 mois, euh, 18% sont acceptés et encouragés. Et on est passé à 26%. Et on voit que tous ces pourcentages-là bougent. Votre entreprise n'a vraiment pas évoqué ce sujet, 42%, maintenant il n'y en a plus que 36. Elles n'ont pas accepté que 10%, c'est normal, il y a toujours des freins, des réticents, et elles ont accepté mais pas accompagné, 25%, ça reste stable. Mais accepter et encourager, ça a augmenté, et les personnes qui n'ont pas évoqué le sujet aussi a diminué. Les cadres sont nombreux à souhaiter bénéficier d'une première formation sur le sujet. Ça, c'est important à savoir, surtout dans vos plans de formation et votre plan de développement des compétences. Euh, dans les 12 derniers mois, avez-vous bénéficié d'au moins une formation professionnelle sur l'intelligence artificielle dans votre métier? 12% dans l'ensemble. Et par catégorie d'âge, on voit bien que les moins de 35 ans, oui, et que les plus de 55 ans, non. Ne les laissez pas la peine. Ça, c'est le petit message à peine. Ils ont autant besoin de vous parce qu'à 55 ans, ils ont encore 10 ans à bosser. D'accord? Donc, ils doivent être à jour et être capables d'utiliser ça aussi pendant les 10 prochaines années. Donc, n'oubliez pas vos seniors. Même s'ils sont un peu frileux sur le sujet, incitez-les à le faire. Et puis, souhaitez-vous bénéficier d'une formation sur l'intelligence artificielle dans votre métier? 53% de l'ensemble des questionnés ont répondu oui. Et par tranche d'âge, voilà, on est à 50%, on va dire, plus ou moins, partout. Donc oui, 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 oui. Il faut vraiment, ça va être un sujet de l'année, je pense, 2025. Fabrice, ça veut dire que sur les formations, on a déjà un panel d'offres de formation adaptées aux différentes ou fonctions ou métiers dans l'entreprise avec l'impact, enfin, ou l'usage de l'IA qu'on peut en faire en fonction qu'on soit comptable, commercial, responsable marketing, que sais-je. Alors oui, c'est comme tout le monde de la formation. Dès qu'il y a une opportunité, on a plein d'offres de formation qui apparaissent. Attendez, regardez qu'elles soient bien, qu'elles soient bien au RNCP, au Registre national des compétences professionnelles. Vérifiez bien d'avoir des formations certifiées parce qu'on va trouver un certain nombre de charlatans qui risquent de se mettre sur le marché. Donc oui, il y en a. Il y en a aujourd'hui sur comment rédiger un prompt. Ça, c'est des formations qui existent et qui sont très utiles pour être efficaces, pour avoir les bonnes réponses ou les meilleures réponses, parce que la bonne, elle n'existe pas, mais la meilleure réponse que l'on puisse chercher. Mais c'est par la bonne question et le renouvellement. On verra tout à l'heure, c'est un chat, donc il faut questionner, reformuler pour avoir ça. Ça existe. Après, pour ce qui est d'aller plus loin, je suis une entreprise, je veux travailler avec un chatbot qui va permettre de travailler sur ma relation client ou un chatbot RH qui va travailler avec mes salariés, répondre aux questions de mes salariés. Ça, ça faut faire passer par un conseil. C'est pas de la formation, c'est un Mm. cabinet conseil qui viendra vous aider à diagnostiquer votre besoin et trouver la meilleure solution pour votre entreprise, que ce soit en marketing, en compta, en finance, et tout va être impacté. Donc oui, les Accenture et autres Big Five vont avoir un avenir très prometteur dans les années à venir. Mais voilà, deux choses. La formation aujourd'hui, c'est savoir bien questionner, bien échanger, chatter, discuter avec l'outil. Et ça, on commence à trouver des formations, dont des Ok. formations RNCP. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est d'aller au-delà, faites-vous accompagner parce que c'est vraiment des questions d'envergure hein, qui engagent la stratégie de l'entreprise. Et donc, ça mérite un peu plus de recul qu'une formation basique. Aujourd'hui, quand on aura plein de monde qui auront été formés à l'usage et qui auront des cas d'usage en quantité industrielle, là, ça sera plus simple. Mais il y a toujours de la technique, hein, il y a de la technologie. Ok.
Pour quelle tâche utiliser les IA génératives? Voilà, aujourd'hui, enfin novembre 2023, donc ça venait tout juste de commencer. Les perceptions qu'on en avait, c'était recherche de collecte d'analyse de données et d'informations, génération de contenu et d'écrits divers, mails, compte rendu, reporting. C'est surtout là-dessus hein, que ça a été très utilisé dès le début euh, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Il est tout à fait possible aujourd'hui de reprendre comme la session est enregistrée en ce moment, de repasser après, de mettre la vidéo de l'enregistrement dans une IA, ChatGPT ou autre, et de lui demander de faire une synthèse par écrit et ensuite d'en faire un PowerPoint. Et ben derrière, ça se fait sans aucun problème. Voilà. Donc ce genre de choses-là, de travail, c'est vraiment, c'est un assistant. Ne prenons pas l'IA pour autre chose aujourd'hui qu'un assistant. Ça va évoluer, mais aujourd'hui, c'est un très, 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 très bon assistant, mais qui ne remplacera pas l'humain. Il nous fait gagner du temps. Donc la traduction, parfait, parfait, presque parfait. J'ai fait l'autre fois une démonstration où d'ailleurs on m'a demandé de le traduire en allemand. Il y avait une Allemande dans la salle et on lui a demandé son avis. Elle a dit ah, par quelques erreurs, mais oui, c'est normal. Mais en tout cas, en question de temps, ça a traduit. C'était un texte de loi française. Je ne sais plus ce que c'était, mais sur quel thème. Et donc, effectivement, j'ai fait traduire 45 pages qui se sont traduites en l'équivalent de 20 secondes. Et il faut être capable de le relire. Voilà. Génération de contenus visuels divers, posts et autres. Préparez toute votre campagne de pub. Préparez une campagne de pub sur les réseaux sociaux. Maintenant, avec l'IA, c'est du bateau. Ça vous donne le rétro-planning de publication. Ça vous crée vos posts avec les liens, avec les images, avec tout. Vous n'avez plus à faire des copier-coller, les mettre. Et bientôt, ça sera automatique. LinkedIn travaille pour que ça soit fait comme ça aussi. Donc, voilà, tout un tas de choses à inventer, mais principalement aujourd'hui, un très bon assistanat. Alors, on fera des exemples tout à l'heure, mais voilà, un exemple de génération propose deux textes d'introduction sur une étude qui analyse l'usage de l'IA générative au travail et dans la vie privée et les impacts sur les métiers. Voilà, il nous a sorti du texte et puis peux-tu ajouter des smileys? Il rajoute des smileys. Enfin, on peut lui faire tout vu que c'est un chat. Donc la question que vous posez ici n'est pas la seule. Vous allez en poser d'autres derrière pour affiner les réponses que va vous faire le l'intelligence artificielle. Ça vous fait des images. Je vous montrerai tout à l'heure les derniers prompts que j'ai réalisés parce que moi je l'utilise tous les jours. Hein, j'en utilise plusieurs tous les jours et c'est devenu maintenant un outil pour moi indispensable. Exemple d'image générée par DALL-E, voilà, qui est un générateur, une intelligence artificielle génératrice d'images. Les limites à l'utilisation, les biais et les hallucinations. Pour ceux qui ne sont pas connectés en direct à Internet, voire même ceux qui sont connectés à Internet, les données, en fait, il y a une base d'apprentissage euh, qu'on intègre dans l'IA. Donc, on prend l'intégralité du web à un instant T, on l'intègre dans une IA et ça va être sa base d'apprentissage. Déjà, sachez une chose, écologiquement, ce n'est pas du tout rentable. L'équivalent d'implémenter le web d'une journée ou de l'état du web à un instant T dans une IA, c'est l'équivalent d'un voyage transatlantique en avion en énergie, en CO2. D'accord? Donc c'est hyper consommateur. Faire joujou avec l'IA aujourd'hui, c'est très, 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 c'est pas du tout écologique. Donc il va falloir qu'on travaille aussi là-dessus. Mais quand on apprend à l'IA quelque chose, il prend tout du web, le meilleur comme le pire. D'accord? Euh, il y a une question qui avait été posée à un moment et c'était marrant, c'est quel est le poids d'un œuf de cheval? Et l'IA répond. Parce qu'il voit le poids d'un œuf, et ben, il va donner tout un tas d'informations sur les différentes tailles des œufs, entre les plus petits de caille et les plus gros d'autruche. Il va donner une réponse. Mais il ne va pas faire le lien que le cheval n'est pas ovipare. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les hallucinations, les biais du web, parce que on lui a appris un truc et qu'il n'y a pas eu de tri de fait sur la base de départ. Là, par exemple, c'était une demande. Imagine un CEO, un Chief Executive Operating, donc un directeur général. Ben, quand tu lui demandes ça en anglais, il n'y a pas de masculin et pas de féminin. Donc, il ne sort que des hommes. Et
Bien sûr, principalement des hommes blancs, parce que la base de données elle est plutôt faite de ce type de population. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des biais, d'où l'importance de bien relire, de bien retravailler la réponse, parce que en fonction de ce qu'il apprend, alors ça, c'est les débuts. Maintenant qu'il est connecté à Internet en permanence, bon, c'est comme Wikipédia. Wikipédia, une proposition que vous faites dans Wikipédia n'est validée que quand il n'y a plus de commentaires sur cette proposition que vous avez faite et qu'elle est globalement validée par l'ensemble. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Alors, comment l'IA peut m'aider dans mon métier de RH? Le développement de l'IA dans les ressources humaines, une montée en puissance étayée par les champs d'application concrets et concepts de RH augmenté ou 4.0. Je vous rappelle que quand on était aux réseaux sociaux, on était au RH 2.0. Là, on est carrément passé au 4.0. Donc, on va voir dans le recrutement, on peut faire des choses, dans le développement des compétences, on peut faire des choses, dans l'organisation du travail. Ah, j'ai vu une démonstration, alors je ne suis pas capable de le faire parce que j'ai pas le bon, je suis pas abonné au bon IA, mais vous avez un planning à faire pour des salariés à temps partiel. Démonstration qui a été faite, c'est sur une quarantaine de salariés à temps partiel qui doivent faire un certain nombre d'heures chacun, certains 20 heures, 15 heures, et pour remplir une production ce jour par jour, 6 jours par semaine, ça fait ça en 15 secondes. Il suffit de dire Monsieur Untel, il travaille tel jour, il a un contrat de tant d'heures, il ne peut pas travailler là, et ça, ça cumule toutes les injonctions des uns avec les disponibilités des autres, et ça vous fait votre planning de la semaine en quelques secondes. Fantastique. Et puis bah, sur tout ce qui va être la mobilité interne et la GEPPMM, la gestion des emplois et des parcours professionnels et de la mixité des métiers, qui est l'évolution de la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences depuis 2003. Ça va aider dans ces trajectoires professionnelles, dans la rédaction des fiches de poste, dans les compétences transverses communes à un poste et à un autre. Voilà, tout un tas de choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Les enjeux, ah oui, chose que je ne vous ai pas dite, au-delà de la vidéo, j'enverrai à Jean-Bernard la présentation qu'il pourra vous envoyer à l'issue de l'animation ou demain ou dans les jours à venir. Donc les enjeux du développement de l'IA dans les RH, bah, c'est amélioration de l'agilité des processus, hein. L'IA est tout à fait capable de gérer, de générer des processus dans la gestion de projet. C'est très intéressant. J'ai vu des présentations et des démonstrations intéressantes du phasage de projet, pour faire des pertes et pour faire des tableaux Gantt sur la gestion de projet. C'est waouh, assez intéressant. La transformation digitale, l'image employeur. Dans les services que l'APEC réalise, on fait des diagnostics marque employeur pour les entreprises qui sont à base d'un questionnaire qu'on vous envoie. Derrière, on voit les forces et faiblesses du questionnaire, des réponses en tout cas, et derrière, on vient vous auditer, vous questionner pour en sortir une synthèse. Et pour la marque employeur, il y a une grosse partie de notre travail. Qu'est-ce que c'est? C'est d'aller sur le web et de voir tout ce qu'on trouve sur vous. Ça prend un temps considérable. Eh ben, je l'ai fait dernièrement pour une entreprise chez qui je savais que j'allais avoir un audit à faire et j'ai fait, peux-tu me faire alors en qualité de consultant RH, il faut toujours donner le contexte, tout un tas d'éléments, donc j'ai rédigé mon prompt et je lui ai demandé de me rédiger l'analyse marque employeur. C'est très bluffant. C'est très bluffant. C'est-à-dire que c'était presque la synthèse que j'aurais pu faire il y a maintenant quelques années, quand on a commencé à faire ce genre de diagnostic. Maintenant, si je me contente de ça, non, je suis pas bon du tout. Mais j'ai pu apporter ma part, ça m'a apporté toute une partie d'analyse de rédaction déjà faite, où j'ai amélioré les phrases, la tournure, les compléments d'information que j'avais. Mais ça a été fouiné en quelques minutes, je dirais 2 minutes maximum, sur web, sur tout ce qu'on trouvait sur la marque employeur d'une personne, d'une entreprise, pardon, et ça me l'a synthétisé. Très bluffant. Donc, gain de productivité, je considère que j'ai gagné à peu près entre 1 et 2 heures sur mes rédactions de synthèse de marque employeur. Gestion et sécurité de l'information, ça c'est ce sur quoi il va falloir travailler. Le lien entre l'IA et l'intelligence humaine. Bien se dire que l'IA n'est un, un outil complémentaire, une prolongation du cerveau humain pour aller plus vite et pour voir plus de choses. L'analyse des risques et puis la culture de la collaboration. Comment on va collaborer entre l'IA. Voilà, nous, je vous ai dit, de l'APEC, on a 2 IA à notre disposition pour travailler avec les abonnements premium payants. Et donc, on a eu une règle d'utilisation.
Par exemple, on nous interdit d'aller diffuser des informations euh, confidentielles sur l'IA, parce qu'effectivement, quand vous êtes en abonnement gratuit, par exemple, sachez que l'IA utilise tout ce que vous dites. Quand vous êtes en abonnement payant, l'IA n'utilise pas ce que vous dites. Voilà. Il ne le garde pas en stock. C'est l'échange matière. On vous permet d'utiliser, mais on utilise vos données. Vous payez, on n'utilise plus vos données. Donc, comment on collabore? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on a le droit de poser des questions? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans mon métier? Ça, c'est important. Qu'est-ce que je peux faire avec mon métier en utilisation de l'IA? Parce que ça serait simple de dire si mon employeur s'aperçoit que l'IA fait aussi bien un diagnostic RH que je ne le ferais, bah, mon métier risque d'être un petit peu en danger. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux apporter de plus et en quoi on va collaborer avec l'IA pour avoir une valeur ajoutée dans les prestations que l'on fait? Voilà des exemples. Dans l'impact sur le processus de recrutement, on a pris juste un processus et puis on va essayer de regarder. Rédaction d'une offre. Bah, tout le monde y travaille, hein, les job boards, la PEC, tout le monde travaille sur l'assistanat de l'IA pour la rédaction de vos offres d'emploi. Alors aujourd'hui, nous, on a des conseillères qui s'occupent de ça, des conseillers et des conseillères qui s'occupent de ça. Quelle va être leur valeur ajoutée demain? En tenant compte de l'offre de l'entreprise, de la réalité du poste et de la gestion de la marque employeur. Le sourcing, attirer les candidatures, identification des mots-clés utiles. Donc, vous lui demandez aujourd'hui, pour recruter un responsable administratif et financier, quels sont les mots-clés les plus utilisés par les entreprises et par les candidats sur le web, dans leur candidature ou dans les offres. Il vous sort ça en quelques secondes. Voilà. Donc, les mots-clés pour affiner les recherches de candidats, les constructions rapides de requêtes booléennes. Je vous en montrerai une tout à l'heure que j'ai faite il y a peu de temps. Ça va très très vite. Vous lui demandez, je cherche tel type de profil dans tel endroit, habitant à tel endroit. Peux-tu me créer la requête booléenne? Les choses que tout le monde a dit pendant des années, je sais les utiliser, mais savait très peu les utiliser. Eh bien, il crée la requête, vous la copiez, collez dans Google et vous avez les CV en direct live. Présélection de CV, ouais, je me suis amusé à mettre une offre d'emploi. Alors oui, on ne peut mettre des pièces jointes dans un prompt sur ChatGPT que si on a l'abonnement payant. Donc vous mettez l'offre d'emploi, vous mettez le CV. Et vous lui posez les questions, est-ce que ça correspond, est-ce que ça correspond pas? Quelles sont les questions à poser en entretien? Quels sont les points de vigilance que je dois avoir lors de l'entretien? Il vous sort tout ça et ça vous fait un premier travail. Mais il y a un moment, voilà, retour qualifié par l'homme. Voilà, succès ou échec, c'est forcément l'homme qui va déterminer à un moment, qui va valider que le travail est suffisant, pas suffisant, mais va y avoir forcément une interaction humaine. On ne fera jamais un recrutement entièrement 100% avec de l'IA. Il y aura forcément de l'interaction humaine. Après, il y a tout ce qui va être la gamification, l'analyse sémantique, les algorithmes de langage verbal ou non verbal, donc les tests d'aptitude de compétences, les préqualifications, évaluations par entretien vidéo, où vous allez avoir un entretien vidéo comme on l'a, mais vous pourriez mettre une IA qui va analyser ce que je suis en train de dire et qui va vous en sortir des éléments clés, des éléments de force. Voilà, ça peut être faisable dès aujourd'hui avec un peu d'outillage. La gestion des réponses personnalisées, vous savez, les fameuses candidatures que vous recevez auxquelles vous ne répondez pas forcément quand au candidat à qui vous allez dire non ou vous auriez dit non. Et bien là, aujourd'hui, vous prenez la lettre de motivation du candidat, vous la mettez dans votre IA et vous lui dites peux-tu me rédiger enfin, rédige-moi, parce que peux-tu, il va répondre oui, mais rédige-moi une réponse négative à cette personne en laissant une opportunité, enfin, vous mettez ce que vous voulez et ben, il vous la sort. Vous n'avez plus qu'à faire copier-coller, corriger peut-être une ou deux formulations pour vous l'adapter. Et c'est fait. Et vous avez une réponse personnalisée par candidat qui vous répondait négativement, ce qui est le top du top. Et puis toute la partie onboarding, intégration, où vous allez pouvoir travailler avec l'IA sur un plan d'intégration, par exemple, le faire travailler et vous proposer un plan d'intégration sur un calcul d'écart entre ce que la personne maîtrise aujourd'hui et ce que vous aimeriez qu'elle maîtrise dans le poste à 100%. Et donc, compléter le plan d'intégration par l'acquisition de compétences. Tout ça, c'est réaliste et réalisable avec de l'IA.
Outil d'aide à la décision ou décisionnaire dans le choix du ou de la candidate retenue. Décisionnaire, non. Aide à la décision, oui. C'est comme un test de personnalité. Un test de personnalité ne vous dit pas qui vous devez recruter, il va vous aider à prendre votre propre décision parce que telle personne est plus tel type de profil de personnalité qu'une autre et qui correspond plus à ce que vous recherchez. Mais en aucun cas, vous laissez l'outil prendre vos responsabilités. Donc, principaux défis RH du métier de recruteur, c'est stimuler l'engagement des candidats, voilà, amener les personnes à postuler, identifier les talents en interne, optimiser les processus de recrutement, approfondir les savoir-être en entretien et accompagner les managers. Ça, c'est vos soucis RH que vous allez avoir en 2025. Et en quoi l'IA peut vous aider? Bah, déjà, faciliter la définition d'un besoin par le questionnement, voilà, l'IA va vous aider à reformuler vos questions et à trouver parfois les réponses. Hein, je vous rappelle qu'une question bien formulée, c'est 80% de la réponse qui est trouvée. Optimiser la communication, tout ce qui va être rédactionnel. Eux vont se mettre à la place des candidats, et alors que quand on communique en tant qu'entreprise, on parle souvent pour soi. Améliorer l'efficacité et la rapidité du sourcing aussi. Alors ça, c'est juste de la technique et de la comparaison de documents et accélérer la présélection, bien sûr. Donc ça va pouvoir nous aider directement. Alors, quels seront les impacts de l'IA dans les RH? Là, je vous avoue qu'il y a beaucoup de textes, mais on va aller dans la synthèse. Vous aurez le temps de le relire tranquillement. Mais euh, c'est dans la part des métiers RH qui nécessitent de produire du contenu de texte que l'IA va apporter le plus de valeur. Les RH ne vont pas échapper à cette révolution. Quelques exemples, quelques cas d'usage. Rédiger ou améliorer une offre d'emploi. Vous mettez votre premier jet, votre premier texte, ou vous mettez l'offre d'emploi que vous aviez diffusée la fois précédente, mais qui n'avait pas très très bien marché. Vous la mettez dans votre IA, vous la copiez-collez dans votre IA, et puis peux-tu m'améliorer non, peux-tu améliore-moi la qualité de cette offre d'emploi pour que elle et voilà, et vous précisez votre attente. Optimiser la rédaction des posts sur les réseaux sociaux, trouver des questions techniques à poser aux candidats. Alors cette partie-là, on en a beaucoup débattu avec les consultants avec lesquels on a créé ce contenu. On s'est dit, oui, mais si l'IA nous donne les questions techniques mais qu'on ne comprend pas la réponse, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc attention, méfiance à ne pas aller quand même trop au-delà de ça. Il vaut mieux se faire accompagner par un technicien ou quelqu'un qui maîtrise la technicité du métier dans vos processus de recrutement que de demander à vous lister des listes de questions techniques auxquelles vous ne saurez pas si la réponse est pertinente ou pas. Répondre à des demandes de manière personnalisée, comme on a vu les réponses négatives. Fournir des sommaires de réunion, des listes de tâches à effectuer pour le projet. Euh, je suis en train en ce moment d'essayer mais ça demande un peu d'outillage, mais de convertir une réunion en synthèse directement par l'IA. Donc une réunion orale, hein, comme on le fait avec Jean-Bernard régulièrement au mois de novembre, enfin septembre, octobre, novembre, où on pouvait les synthétiser ou pour faire, j'ai pensé à un élément, faire la préparation de la conférence de presse et du texte de presse. Ça pourrait être très intéressant aussi. Voilà, traduire ou écrire des textes dans différentes langues à partir de consignes. Voilà des idées. Et ça, c'est non limitatif. Non limitatif. On va voir qu'au fur et à mesure des usages, si on se pose la question, mais là-dedans, est-ce que l'IA pourrait faire une partie du job? Eh ben, on va trouver des solutions et il va juste falloir trouver la bonne formulation pour le faire. Quels sont les impacts toujours? Écris-moi une offre d'emploi pour un office manager, poste basé à Montpellier. La rémunération est de 40 000 euros plus variable. Les avantages sont des tickets restaurants et 2 jours de télétravail par semaine. Voilà. Ou dis-moi quelles sont les 5 questions à poser à une personne que l'on peut recruter en tant que responsable marketing digital dans le B2B. Ensuite, dis-moi quelles seraient les bonnes réponses. Je suis recruteur, écris-moi un court message d'invitation à un entretien de recrutement de 10 minutes au téléphone. Le poste est celui de développeur full stack. La personne justifie d'une expérience professionnelle de 5 ans et s'est passionné d'escape game. Voilà. Voilà des exemples de prompts et vous aurez, je vous garantis, vous avez une réponse à chaque fois. Et si la réponse ne vous satisfait pas, vous approfondissez, vous reformulez, un truc très, très marrant, c'est peux-tu noter la qualité de ta réponse sur une note de 1 à 5? Et s'il vous met 3, je veux une réponse de qualité 5. Et il va retravailler, il va reformuler, retravailler par rapport à vos consignes.
Responsable de recrutement chez Alan, voilà, l'IA m'a aussi ouvert de nouvelles perspectives dans le sourcing de talents féminins. Grâce à elle, j'ai pu générer plusieurs dizaines de recherches dites booléennes basées sur une sélection de prénoms féminins en lien avec les compétences recherchées. Exemple, développeur informatique Anne Python, Anne Nathalie, Anne Sophie, Anne Fatima, Anne. Et il va aller rechercher dans tous les prénoms qui existent sur le web à l'instant T, tous les CV, les profils qui ont tous ces termes-là. Alors, pas de questions, pas de. Je sais que j'ai un débit rapide, mais comme je voudrais qu'on ait un peu d'échange après, c'est pour ça. Moi, Ça va. alors moi, j'avais, je me permets, Bien sûr. des petites questions quand tu parlais de matching tout à l'heure, offre et CV. Oui, Alors déjà sur l'outil, est-ce qu'il y a des outils spécifiques où toi tu parlais de ChatGPT? Est-ce que ChatGPT, un outil généraliste, peut être utilisé pour toutes ces requêtes-là? Et première question. hmm, Et deuxième question, bah, si tu intègres, tu parlais d'intégrer une pièce jointe avec les données d'un CV dans le ChatGPT, pour le coup, dedans, il y a des données personnelles. oui, Est-ce qu'il y a des précautions à prendre côté RH là-dessus? oui. Ok, je vais répondre aux deux. Alors, première question, les outils. Les outils, aujourd'hui, vous avez sur les job boards, je vais parler d'un que je connais bien qui s'appelle l'APEC. Quand- Pardon, quand vous diffusez une offre d'emploi, vous l'avez validée, elle est en ligne dans la minute. Vous avez instantanément sur votre tableau de bord de votre offre la possibilité de matching, un bouton. Vous cliquez sur ce bouton de matching et là, on vous extrait de la base de CV de l'APEC toutes les personnes qui correspondent à ce que vous recherchez à partir de 80% jusqu'à 60% de correspondance. Donc ça, c'est un outil de matching qui existe toujours. Aujourd'hui, elle est faite avec un algorithme. Demain, ça sera fait avec de l'IA. Pour le moment, ça fonctionne très très bien avec un algorithme. On va essayer de le rendre un peu plus intelligent pour qu'il aille prendre des choses qui ne sont pas forcément dites, mais qui sont déduites, ce que fait pas un algorithme. Donc l'outillage existe chez nous, chez nos confrères. Quand vous avez des outils qui s'appellent des ATS, vous avez parfois des aides qui sont fournies. C'est des outils de multiposting qui vous permettent voilà, de pouvoir diffuser vos offres un peu partout. Ça vous empêche d'aller voir sur les job boards en direct et d'avoir les outils des job boards, mais les ATS commencent à travailler là-dessus. Ça, c'est la première chose. L'outillage commence à exister et va se développer très rapidement. Je sais que nous, on va sortir notre version IA dans l'année. Dans l'année. La deuxième partie, vigilance. Sur un CV et sur une offre d'emploi, normalement, il n'y a rien de secret. Parce que normalement, le candidat, il a déjà tout dit s'il est présent sur les réseaux sociaux, s'il est présent sur une CV Tech ou une profil tech d'un job board. Donc, on n'ira pas dire plus que bah ouais, on aura son numéro de téléphone, on aura son adresse mail, on aura son nom, prénom, date de naissance. Là, c'est le côté consultant RH qui va vous rappeler simplement les règles. Un CV, normalement, ne devrait contenir qu'un numéro de téléphone, parce que tout le reste, c'est discriminant. Le nom, prénom est discriminant. On peut discriminer quelqu'un par son nom et son prénom, par son genre aussi, par son adresse, son lieu d'habitation aussi, par sa date de naissance aussi. Enfin voilà, donc voilà, c'est pour ça que le CV anonyme n'a jamais fonctionné parce que c'est vraiment trop extrême. Mais sachez que nous, on comptait en tout cas aux candidats, aux personnes qu'on accompagne dans la gestion de carrière, d'en donner le moins possible, simplement les moyens de vous contacter, enfin que vous les contactiez si, s'ils sont intéressants. Mais toute la partie effectivement état civil, normalement n'apparaît pas sur un CV et c'est très dangereux de la communiquer, surtout aujourd'hui en version numérique. Même si je vous mets en pièce jointe mon mail, euh, on peut utiliser mes données que j'ai transmises par mail parce qu'aujourd'hui, les moyens des pirates sont énormes. Oui, Donc l'idée oui, c'est oui, d'anonymiser le CV avant de le... oui, oui, d'enlever, de masquer, Ouais, ça rajoute de parce mettre un que... petit post-it sur toute la partie nom, prénom, adresse, date de naissance, voilà. Ce qui a été mis en tout cas là-dessus. Ne laisser que l'expérience, les compétences, enfin, toute la partie historique. Ok. Et sur l'offre d'emploi, il n'y a rien de secret. Vu que normalement l'entreprise elle est censée donner le plus C'est public, d'informations quoi. possible Hmm. communicables pour essayer d'attirer les meilleurs candidats.
Et puis, RGPD, est-ce que est-ce que le candidat nous a autorisé à mettre son CV dans une machine? Et ouais, c'est ça. Oui, C'est on a ça. encore quelques petits points à évoquer. Ouais. Voilà, on n'a pas l'autorisation Bien qu'aujourd'hui, il y a déjà des intelligences artificielles qui travaillent dans du sourcing et qui trient des CV sans l'autorisation des candidats, hein. Mais bon. Alors, quel est le rôle du RH dans la stratégie de l'entreprise autour de l'IA? Donc là, vraiment la posture de la personne qui est en charge des ressources humaines de l'entreprise, comment elle peut aider les dirigeants, le codir de l'entreprise dans la stratégie autour de l'IA. Hein, là, on rentre vraiment dans l'accompagnement, dans le rôle euh, de ce qu'on peut en faire. Donc la direction des ressources humaines, s'il y en a une, pourrait jouer un rôle majeur dans la définition du cadre éthique pour définir quel est l'usage, qu'est-ce qu'on accepte d'en faire, qu'est-ce qu'on autorise à faire. Voilà, par exemple, vous avez dans votre service RH des chargés de recrutement. Est-ce que vous les autorisez à scanner les CV des candidats pour les mettre dans l'intelligence artificielle? Ben, on le décide oui ou non. Et ça, c'est une éthique que l'entreprise doit prendre. Ça fait partie de la RSE. Tant qu'il n'y a pas de légifération sur le sujet, c'est au niveau de l'entreprise que ça doit se faire en bonne intelligence. La conciliation entre intelligence humaine et IA. Qu'est-ce qu'on autorise dans un métier? À quel moment on utilise l'usage ou pas? Pour faire quoi? Euh, Vous imaginez que vous avez une prestation de consultant, que vous vendez à un tarif de, je sais pas, 1000 euros jour, d'accord? Le consultant bosse bien 7 heures, 8 heures pour vous facturer 1000 euros la journée, et puis demain il se fait aider par l'IA. Il continue à vous facturer 1000 euros jour. C'est pas très éthique. Voilà. Donc, il y a toutes ces démarches-là qu'il va falloir encadrer, évaluer, concilier entre l'intelligence humaine et l'intelligence IA et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. La transformation que ça va impacter. Je vous parlais de mes collègues conseillères, conseillers qui aident les entreprises à rédiger des offres d'emploi. Demain, comment on va faire évoluer leur job? Parce qu'il y a une grosse partie de leur temps qu'elles vont gagner en qualité, ou elles vont apporter un complément, mais elles vont gagner on estime aujourd'hui à presque 50% de leur temps. Donc, on ne veut pas les perdre. Elles sont tout à fait pertinentes et efficaces. Donc, comment on va améliorer, faire évoluer le métier pour améliorer la prestation de service que l'on va vous proposer. Voilà, c'est tout le travail de la transformation des emplois et des compétences. On va les accompagner pour qu'elles abandonnent une partie de leurs compétences, mais qu'elles en acquièrent d'autres. Le processus, c'est la politique RH. Oui, qui, quoi, quelle part de l'entreprise, comment on forme les gens, comment on leur donne accès. Euh, Tout ça, ça doit être travaillé. L'accompagnement des parties prenantes, actionnaires, partenaires sociaux. Voilà, je ne sais pas si j'ai pas vu dans les entrées si Jérôme était parmi nous, mais voilà, ça fait partie des sujets dont on pourra parler. Les métiers RH sont amenés à collaborer avec de nouveaux métiers, à acquérir des compétences en data mining, donc vraiment l'acquisition des données, le traitement des données, et accompagner la montée en compétences des collaborateurs et des collaboratrices en ça, et que ce soit, quels que soient les métiers, même si c'est des métiers très opérationnels de production, ça va être les RH qui vont pouvoir travailler sur ces sujets-là. On vous a donné deux exemples d'entreprises avec lesquelles on a travaillé dans l'année dernière. Maintenant, c'est l'année dernière et on vous a synthétisé avec eux. C'était vraiment dans l'objectif, c'était pas des clients où on travaillait forcément en RH avec eux, mais où on travaillait sur notre étude. C'est notre département études et recherche qui a voulu savoir comment ils utilisaient l'IA dans leur métier. Et on voit bien que, par exemple, pour la recherche et collecte de données d'information, c'est la stratégie et le contrôle de gestion et la finance, et qui font ça, automatisation partielle grâce à l'IA, modification des contenus proposés avant l'utilisation. Et donc, ils font de la recherche et synthèse de tendances de marché. Pour ce qui est des ressources humaines, c'est la rédaction des fiches de poste et des lettres disciplinaires qui sont faits automatiquement, partiellement, avec l'IA, génération de contenu écrit divers, voilà. Ça, c'est pour une petite entreprise de 50 collaborateurs et on en a pris une un peu plus grande, 300 collaborateurs. L'entreprise Look, c'est la période du ski, ça tombe bien. Et bah, par exemple, là, ouais, on est pareil sur les ressources humaines, c'est rédaction des fiches de poste et de programmes de formation faites partiellement par l'IA.
Et là, par exemple, génération de vidéos traduites en plusieurs langues, c'est automatisation totale grâce à l'IA et fait pour le sales marketing, communication et développement commercial. On se rend compte que pour les deux, la colonne marketing, communication, développement commercial est quand même la plus consommatrice d'IA pour le moment. C'est là qu'on en voit les premiers intérêts. Mais la finance, le juridique et les ressources humaines Oui. aussi. Alors, quelle formation pour vos collaborateurs? J'ai rajouté ça il y a peu de temps parce qu'effectivement, euh, Jean-Bernard a posé la question, mais c'est quelque chose qui va vraiment se développer. Donc, j'en ai mis deux. J'ai aucune action chez les uns ou chez les autres, mais on commence à en trouver. Formation à l'intelligence artificielle, c'est des choses qui vont être très globales, ça. Mais 10 semaines, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Moi, ce qui me gêne, c'est les frais d'inscription gratuits. Une question que la valeur a toujours un prix, donc bon, à voir comment ça a évolué. Ça, cette formation m'intéresse particulièrement. Je vais peut-être même la faire parce que je connais la personne qui fait partie, qui est le dirigeant de l'école du recrutement et qui a été pendant des années le champion de France de la rédaction de requêtes booléennes. Et vous trouvez n'importe qui, n'importe où. euh, et, euh, euh, et donc, il s'est lancé là-dessus et ça m'étonne pas qu'il soit lancé là-dessus. Et donc, je pense que l'école du recrutement va se lancer sur la rédaction de prompt engineering. Bon, a priori, il le fait en partenariat avec l'école de commerce de Paris. On verra. Mais voilà, des formations sur ces sujets-là, très généralistes, mais on verra tout à l'heure. La seule chose à savoir, c'est comment rédiger des prompts. N'allez pas dans le. Sauf si vous voulez faire du développement, si vous voulez faire vos propres bases de données d'IA, et ça demande des compétences techniques, mais autrement, non, non. Contentez-vous de savoir l'utiliser. Être un expert de l'utilisation de l'IA, c'est déjà un avantage concurrentiel. En tant que salarié et en avoir dans l'entreprise aussi. Alors, les effets positifs et les limites, ben, gain de temps et d'efficacité de processus, rapprochement offre candidat évident, volume de conversation et d'entretien de recrutement géré. Voilà, vous faites vos entretiens avec l'accord, par exemple, du candidat. Vous pouvez, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à imaginer. Vous demandez l'accord du candidat pour enregistrer la conversation de l'entretien de recrutement. Derrière, vous en faites une synthèse écrite ou une transcription écrite. Ça peut être la transcription d'abord et une synthèse après. Et vous la tenez à disposition à votre candidat, qui pourra lui aussi s'améliorer dans sa pratique d'entretien, quand il verra la qualité des questions et la qualité des réponses qu'il a apportées. Ça peut être un élément que vous pouvez apporter aux candidats que vous acceptez, mais surtout ceux auxquels vous direz non à la fin. Et ça vous donnera en termes d'image employeur quelque chose de super passionnant. Vous serez novateur et les premiers à le faire. Et je vais être très honnête avec vous, je viens d'y penser à l'instant. J'avais encore jamais pensé. Mais voilà, c'est une idée possible. Euh, Focus recruteur sur des tâches à valeur ajoutée. Voilà, tout ce qui va être retranscription, synthèse et autres, on le laisse faire à l'IA et on consacre le temps des recruteurs sur d'autres missions à plus forte valeur ajoutée. Uniformiser les tendances, les limites, bah oui, si on pose la même question, il va nous prendre que des clones. Ça va laisser peu de chance au profil un petit peu atypique, au pas de côté, comme on le dit chez nous à la PEC. Les limites juridiques et éthiques, on en a évoqué tout à l'heure, RGPD et autres. Et puis les biais discriminatoires, on a vu avec le CEO tout à l'heure. Le CEO, il nous sortait que des hommes blancs, voilà. Donc ça peut être des choses à surveiller. Mais en tout cas, sachez que nos élus, qu'ils soient nationaux, enfin nationaux, ils ne sont pas très opérationnels en ce moment, mais au moins européens, travaillent sur le sujet. Des sujets sur lesquels planche depuis 3 ans la Commission européenne pour proposer une intelligence artificielle européenne éthique et démocratique. Alors sachez que pour avoir entendu le même sujet il y a 15 ans sur les réseaux sociaux, ça ne se fera pas parce que tout avantage pris n'est plus rattrapable et que plus personne maintenant ne rattrapera ChatGPT ou DALI ou les majors des intelligences artificielles parce que ça demande tellement d'investissement que eux, ils l'ont déjà investi et maintenant, ils en ont que la rentabilité. Donc, c'est un rêve pieux, mais quand on a un train de retard,
Ça, on ne le rattrape jamais. Donc, IA, recrutement et gestion RH, ne pas oublier le réglementaire, la RGPD, qui impose des décisions que le recrutement ne soit pas uniquement basé sur le traitement automatisé. L'IA Act, je vous en donnerai un exemple, enfin le nom, vous l'aurez après, comme ça vous pourrez le chercher. Mais l'IA Act, règlement européen sur l'IA, qui entrera complètement en vigueur en 2026. Vous imaginez, on va avoir toute l'année 2025 où il va pouvoir y avoir des mauvais usages, voilà, qui imposera plusieurs obligations aux fournisseurs de solutions d'IA ainsi qu'aux recruteurs. Comme le système d'IA utilisé par les recruteurs sont considérés à haut risque, ils nécessiteront une évaluation préalable des risques, une documentation rigoureuse, une coopération avec les autorités pour garantir leur conformité dans la lutte contre les biais. Donc en fait, quand on utilisera l'IA, devra rédiger un cahier des charges de dire comment on va l'utiliser, pourquoi on va l'utiliser et à quelle fin. Et puis aux entreprises, donc, de définir le rôle qu'elles souhaitent attribuer à l'IA dans leur recrutement, tout en n'oubliant pas l'automatisation totale du process, enfreint la RGPD, et donc pas une option. L'IA sera-t-elle utile pour tous les profils, tous les recrutements, tous les temps? On verra. On a tout ça à inventer. La RGPD octroie déjà des candidats le droit d'obtenir une intervention humaine dans le processus de recrutement et l'IA Act imposera de nombreuses interventions humaines. Voilà, je vous laisserai lire tout ça qui est une transposition des grandes lignes de l'IA Act. Et puis l'IA et la transition écologique, l'IA aujourd'hui n'est pas du tout écologique, hein. L'IA consomme beaucoup d'énergie, notamment dans l'entraînement des modèles, ce qui a un impact négatif sur l'environnement. Par exemple, l'entraînement d'un modèle complexe peut produire autant de CO2 qu'un vol transatlantique. Voilà. Cependant, elles peuvent aussi optimiser les processus industriels et énergétiques et en contribuant à réduire l'impact écologique. Mais plus on va utiliser l'IA, plus on va devenir éco-responsable, plus on va mutualiser les coûts. Voilà. En 1 heure, je vous ai présenté. Maintenant, je suis vraiment à votre disposition pour deux choses, vos questions et puis quelques petites démos, parce que c'est toujours par les démos qu'on réussit à pouvoir parler réellement de ce que ça peut faire. Je vais vous Merci donner. Fabrice. Ouais, alors pour les questions, je sais pas, déjà un peu interroger les personnes qui participent si vous en êtes d'accord ou si vous souhaitez témoigner sur l'usage ou non d'outils d'intelligence artificielle générative dans vos entreprises. Est-ce que c'est des pratiques qui sont déjà en place, que vous avez encadrées, que vous testez avec vos collaborateurs, collaboratrices de services RH ou d'autres services. Enfin, voilà, savoir aussi un peu votre ressenti là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est la contrepartie de l'enregistrement. Les personnes ont un peu de mal à se lancer. On pourra arrêter avant s'il faut. Cécile, tu vas-y. Ouais, bah, parce que personne prend la parole. Moi, je veux bien juste partager aussi mon expérience. Merci hein, pour cette présentation qui était super complète. Moi, je travaille pour un cabinet conseil en recrutement qui s'appelle Manageria et on est Hmm. dédié à la filière agro. Et donc, bah, par définition, on utilise aussi l'IA dans le recrutement. Et en fait, on a fait le choix de porter le sujet au niveau du Syntec, qui est notre syndicat professionnel, de façon à ce que, au sein de la profession, on réfléchisse à un usage éthique et déontologique de l'IA. Donc, on a produit un manifeste que certains d'entre nous ont signé, que d'autres confrères ont choisi de pas signer, mais en tout cas, nous, on a fait partie de ceux qui l'ont signé. Et ça nous engage en fait à respecter un certain nombre de principes de précaution. Donc, tu citais typiquement ne pas mettre l'état civil d'une personne quand on joint un CV pour nous aider à gagner du temps sur une synthèse. Ça fait partie des choses qu'on fait. On n'a évidemment que des abonnements payants et on n'utilise aucune version gratuite des outils. Et la grosse usine à gaz, ça va être en effet de se mettre en conformité totale avec la RGPD, parce qu'un des gros enjeux, c'est d'identifier les outils qui sont RGPD compatibles, sachant que la majorité d'entre eux se disent RGPD compliant, mais qu'ils ne le sont pas en fait. Donc c'est quand même, ça va être pour les RH un vrai parcours du combattant que de savoir avec quel outil ils peuvent travailler pour rester conformes à notre univers réglementaire. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais apporter. Et puis, bah, comme toi, je pense qu'il faut bien considérer l'IA comme un assistant pour qu'on puisse se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire rencontrer les gens, quoi. Quand on fait du recrutement, Hmm. c'est quand même ça à la base.
Et ça, l'IA, bon, elle va pas nous remplacer demain là-dessus. Mais ça doit être aussi, je pense, un critère d'aide à la décision quand il s'agit de trouver un partenaire pour les entreprises, de bien valider quelle est leur philosophie et leur approche par rapport à l'IA, quoi. Tout à fait. Merci Cécile pour ce retour. Avec plaisir. Merci Cécile. Est-ce que certains d'entre vous utilisent déjà des outils? Est-ce que vous avez été justement vigilant sur j'ai pas le terme en français, compliance, mais la conformité des outils Conformité. avec ouais, c'est ça, avec le RGPD? Pas. Il peut rester. Ouais. Et il faut toujours quelqu'un qui casse et brise la glace, mais dans ces cas-là, vas-y, si tu veux faire une petite démo, Fabrice, tu peux. Je vais vous faire une Ah, première démo où je depuis des crois qu'il années, y a... moi j'entends des personnes me dire oui, les requêtes booléennes, je sais les maîtriser, je sais les utiliser et tout. Euh, Requêtes booléennes LinkedIn. Bon, pour ceux qui connaissent LinkedIn, hein, vous savez que si vous voulez faire des requêtes, il faut les faire ici et que c'est très contraignant et que si vous n'avez pas d'abonnement premium, c'est un peu compliqué. Je vais vous donner un complément qui va vous permettre de ça, de pouvoir faire des requêtes. Rédige-moi une requête booléenne pour trouver des profils LinkedIn pour un poste de chef de projet thermique et fluide sur Google. Donc, il me sort quelque chose, je l'ai fait, ça m'a pas plu, je l'ai reformulé. Une requête booléenne pour trouver un chef de projet CVC pour travailler sur Brest. Et là, il me l'a fait. Et celle-là a été intéressante. Je fais copier le code, je verse sur Google, je copie le code, je fais entrer et il me sort tous les profils sans aller sur LinkedIn, bon. Et en plus, moi, j'utilise comment? Les intelligences artificielles connectées avec mon moteur de recherche, voilà, donc tout est lié. Ça me donne tout un tas d'éléments, dont des compléments de profil. Voilà. Donc, faire une Et requête comment se booléenne fait le pour... classement? Tu sais dans quel ordre apparaissent les profils? Il y a Non, une notion de... Non, il y a pas parce que quand on voit la classement. formule, c'est je vais chercher sur le site LinkedIn toutes les personnes chefs de projet ou project manager qui sont en CVC ou en climatisation ou en chauffage, et puis il y a d'autres choses derrière, voilà, ou en ventilation. Donc il va prendre la priorisation des choses, d'abord les chefs de projet, après les CVC, Ok. comme il y a un et entre les parenthèses ici, implicitement il y a un et, donc il va prendre tout ce qui est ça ou ça, et ça ou ça, et ça ou ça, et la localisation à la fin. Et c'est assez bluffant. Euh, Bon, puis après, il vous explique pourquoi il a fait cette formulation-là. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme euh, en image, en image j'ai fait une démonstration il n'y a pas longtemps où j'avais demandé réalise une image d'un navigateur à la barre d'un bateau classe 40, c'était la demande qui m'a été faite dans le public, avec un magnifique ciel bleu et une marinière rose. Voilà, il me sort ça. Et là, vous avez un biais cognitif. Regardez où est la barre. Elle n'est pas au bon endroit. Il est impossible de naviguer dans ces conditions-là. Et on lui a demandé de rédiger, bah, il a fait une autre bêtise. Voilà. Et après, on a reproduit en mode photo. Voilà. Donc là, il est à l'envers. Donc, vous voyez, les biais cognitifs, il y en a. On peut préciser, hein, j'aurais pu préciser derrière, mets le barreur dans l'autre sens. Enfin, voilà. Ça, c'est des exemples que l'on peut faire. Euh, Question. Créer une peinture de style Renaissance montrant un rover sur Mars. Utilise la technique comme le clair-obscur et les couleurs chaudes. Voilà, il vous sort ça. Vous pouvez lui faire, j'avais fait, mais je l'avais fait sur une autre IA, je sais plus, non. Rédige une offre d'emploi à la façon de Pierre Dac. Donc, il va chercher les textes des sketchs de Pierre Dac, qui est un humoriste français des années 60, 70, début des années 80, qui avait un humour, c'est les branquignoles, ce genre de choses. Voilà. Et ben, il a fait une offre d'emploi sur avec le même vocabulaire. Vous pouvez le faire à la façon de Victor Hugo, à la façon de Lamartine, enfin, j'en passe. Qu'est-ce que. Alors,
Ça, il y a beaucoup de, non, il y a quelques messieurs, mais beaucoup de femmes. Mais je vous montre un test que j'ai fait pour Noël. Je voudrais des idées de cadeaux pour une femme de 51 ans, blonde, habitant en Bretagne, directrice de cabinet, plutôt sophistiquée, un peu prout-prout. D'accord? Eh ben, il m'a sorti des idées de cadeaux. C'est ma compagne, hein. Je le dis en toute transparence. Et derrière les idées de cadeaux, je lui pose, trouve-moi les sites, trouve-moi ces articles sur Internet. Ben voilà. Il suffit juste d'aller, de cliquer, on ouvre la page, et puis voilà. C'est donc il y a des utilisations très techniques. Je parlais de diagnostic marque employeur. Ça, c'était avant que le web, c'était en 2023, avant que ça soit connecté. En qualité de consultant en ressources humaines, réalise un diagnostic sur la marque employeur. Enjeu de... Ah oui, l'entreprise Enjeu d'enfance basée à Brest détaille la présence du groupe sur le web et les réseaux sociaux. Et ben, la réponse, elle a été assez rapide. Mais là, c'était sans être connecté, donc j'avais une base qui avait 1 an. Je reposerai la même question maintenant. Je suis sûr que je ne vais pas avoir le même type de réponse. Voilà. On peut faire un certain nombre de questions. Et aujourd'hui, quand vous avez la version payante, alors sur ChatGPT, on est à la version 4O, 4O. Donc on a l'accès aux pièces jointes. On peut joindre un fichier, on peut afficher des outils complémentaires, donc faire des images, faire des recherches raisonnées, faire du Canva, du Canva, et connecter sur le web. Et avec ça, ça peut me chercher tout un tas de choses. Euh, alors, ce n'est pas un moteur de recherche pour le web. Ne demandez pas la même chose que vous demandez à Google, que vous demandez à ChatGPT ou à Claude. Vous voyez, dans mon entreprise, hop là. Ah oui, mais je peux pas avec ça. C'est pas grave. Mais derrière, on nous donne accès à deux autres intelligences artificielles, ce qui permet de jongler en fonction des forces et des faiblesses des uns et des autres. Mais là, on est déjà sur un niveau, savoir quelle est la différence entre un tel et un tel. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, ça c'est ce que nous donne accès à notre entreprise. On a et ChatGPT et Mistral. Mistral, c'est Google. Et donc, on choisit laquelle on veut utiliser. Voilà. Et en fonction de ça, ben, on passe de l'un à l'autre pour aller chercher. On a des, enfin, vous avez un benchmark ou une liste des solutions existantes de l'IA générative, vraiment avec des solutions appliquées, enfin des applicatifs pure fonction RH qui peuvent être en lien avec la slide que tu partageais tout à l'heure sur les différents Au- outils. Aujourd'hui, pure fonction RH, je ne vais pas jusqu'à ce niveau de détail-là. Je peux parler des fonctionnalités des uns et des autres pour qu'on en déduise une utilisation RH. Mais des choses dédiées RH, pas encore. Euh, non, si j'explore tous les GPT, ouais, ici j'ai un petit bouton explorer les GPT, voilà tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et à chaque fois, on peut faire voir plus en fonction de. Alors, ça, c'est pour faire la programmation. Là, c'est pour faire du style de vie. Ici, c'est pour faire de l'éducation. Donc, si j'ouvre tous les volets, on en a, mais en pagaille. Le Excel AI, je l'ai vu en démonstration, c'est fantastique. Moi qui suis contre l'utilisation d'Excel, là, ça me réconcilie avec Excel. Euh, pour la productivité, voilà, si on fait productivité, vous avez, il vous donne que 12 premiers, mais pour chaque, vous en avez. Recherche, analyse, rédaction, les plus populaires. Mais on n'a pas encore cette segmentation RH. Ok. Et quand on voit simplement sur ce que OpenAI, qui est la maison mère de ChatGPT, tout ce qu'ils font, bien, ouais, on peut aller sur de l'image, on peut aller sur qu'est-ce que j'avais vu? Du jeu, de la navigation. euh,
Donc en fait, ce qu'on a, c'est plutôt des sous-applications un peu spécifiques, Oui, notamment au sein d'un chat GPT ou autre. Et oui, après, potentiellement, des fournisseurs classiques de solutions digitales de la fonction RH, tu parlais tout à l'heure d'ATS, qui vont ouais. utiliser l'intelligence artificielle, mais pour lesquels on n'aura pas forcément encore la possibilité d'interagir, nous, en tant qu'équipe RH, Tout à fait. dessus. OK. Tout à fait. Il se peut demain qu'un ATS aille prendre une solution de OpenAI et l'intègre à ses outils sans qu'on le sache, ou on le saura sûrement, mais on ne saura pas forcément laquelle. Et ça sera beaucoup plus intéressant de les laisser faire que nous, entreprises, aller prendre une. C'est comme, oui, c'est toujours pareil. Si on prend une solution à titre individuel en tant qu'entreprise, on va avoir tout le développement à payer alors que et ça va nous coûter très très cher. Alors que si on laisse un intermédiaire dont on utilise déjà les outils, complémenter ces outils avec de l'IA, on va y gagner. OK. Les, Si, logi- les opérateurs de paye, de gestion des carrières et des compétences et autres vont forcément, dans les mois ou années à venir, implémenter de l'IA dans leurs outils. hmm. J'imagine très bien, là on est en pleine période des entretiens annuels. J'imagine très bien une IA reprendre l'entretien annuel de l'année précédente, ce que ne font pas forcément tous les managers, analyser le compte-rendu de l'entretien annuel de l'année précédente pour en tirer, tiens, comment ont évolué, poser des questions et dire, vérifier comment ont évolué les compétences, comment ont évolué l'acquisition de telle ou telle chose, comment, pour préparer l'entretien annuel par le manager vers son collaborateur. Ça, je l'imagine très rapidement, ça. Ouais. Et ça peut être très utile. Mais si une entreprise décide de le créer par elle-même, ça va être compliqué. Hmm. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, des remarques, des interrogations que vous pourriez avoir? Ou est-ce que c'est clair? Parce que en tout cas, c'était clair enfin, la requête, hein, de base, c'était, parce que il y avait un prompt aussi, j'avais envoyé un prompt Oui. à Fabrice. C'était de vraiment avoir un état des lieux sur ce qu'est l'intelligence artificielle générative, sur les technologies, sur les usages qu'on peut en faire. Si on fait un résumé, moi, ce que j'en ai compris là, c'est que de toute façon, on ne peut pas nier l'existence de ces outils et on ne pourra pas aller contre leurs utilisations dans nos équipes, dans nos entreprises. Et au contraire, il faut aller chercher le positif autour de ça, en ayant conscience aussi des limites et de la façon de les aborder de façon sécurisée, notamment dans le cadre de respect des données et de faire attention aussi à où est-ce qu'on envoie les informations qui peuvent être sensibles là-dessus. Pour autant, on ne pourra pas passer à côté. Donc, ce que je note aussi, c'est que quel que soit le niveau d'appropriation dans nos entreprises, ta recommandation, que je trouve, je pense, pertinente, c'est de tous les cas de se former, peut-être aussi aller sur des chartes d'utilisation en interne pour Mm. cadrer l'usage Mm. et s'assurer d'une appropriation qui soit commune, harmonisée et encadrée au sein des équipes. Oui. Pour ensuite peut-être avoir une progression itérative et d'aller enfin, voilà, progressivement vers un usage qui pourra évoluer, j'imagine. Un effet d'entraînement. Ouais, Tout à fait. Exactement ça. ok. Se former, cadrer et laisser la viralité fonctionner. Chercher forcément à bloquer l'usage. Ouais, ok. Ah non, de toute C'est façon, on intéressant n'empêche. la donnée sur le fait que c'était quoi, 30 ou 40% des personnes qui l'utilisent ne le disent pas à leurs Ouais. responsables. Alors manager, ouais. Ouais, Ouais. ok. Est-ce Bah, en est-ce tout cas, je peux vous dire que qu'on est en train de travailler, nous, consultants Apex, sur un atelier d'1 heure et demie, mais plus pratico-pratique en RH,
comment on peut utiliser l'IA au quotidien dans le processus de recrutement avec moins de vertical comme je l'ai fait, mais il fallait en passer par là, et de plus de praticité avec une petite approche sur la rédaction du prompt. À partir d'une formule mathématique, enfin mnémotechnique qui sera actif. Un prompt doit être actif. Donc, atelier destiné au RH? Ouais, aux entreprises, aux managers, Individualisé? aux dirigeants, aux Collectif? RH. Oui, mais ça, on se rapprochera de toi avec grand plaisir pour en faire Ouais. une spéciale ABEA. Ok. Avec grand plaisir. On peut prendre rendez-vous déjà Laisse-nous dans les mois qui laisse-nous viennent. produire Non, le non, non, contenu. mais non, non, mais on va pas bloquer la date, mais on peut prendre rendez-vous sur Ouais, un prochain événement. Ok. ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Fabrice, pour ces éléments éclairants. Merci à vous pour votre participation. On espère que ça a répondu à vos attentes, que ça a en tout cas pu être inspirant et vous donner quelques clés d'utilisation, d'usage, de pistes de réflexion ensuite à mettre en place chez vous. Fabrice reste disponible. De toute façon, effectivement, je vous enverrai la présentation Oui, je te l'envoie et puis demain. les coordonnées de Fabrice si vous voulez le recontacter. Et moi, je reste bien sûr aussi à votre écoute pour pouvoir être à l'écoute de vos enjeux, de vos besoins. N'hésitez pas si vous souhaitez faire remonter quoi que ce soit des sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde plus en détail sur cette thématique. On va en rester là. Un grand merci. Très bonne Merci soirée à beaucoup. tous. Merci de votre Très bonne écoute. fin de journée. Ouais. Et puis au plaisir. Alors, attendez, je clôt l'enregistrement.